dans ce secteur, la majorité c'est des femmes, et des autres sans-papiers aussi. Alors, les autres, c'est tous les ex. C'est les ex-requérants d'asile, donc les personnes qui sont venues en Suisse pour demander de l'asile, qui n'ont pas obtenu pour une raison ou une autre, et dont le retour au pays est impossible. Ces personnes qui vivent souvent sous l'aide d'urgence ou qui, sous la menace d'une expulsion, au bout d'un moment, disparaissent, ne s'adressent plus à l'État. Et elles deviennent sans papier alors qu'elles ont passé souvent de nombreuses années en Suisse. Ça peut être aussi des ex-étudiants, des personnes qui étaient venues ici pour étudier, qui, au bénéfice d'un permis B étudiant, une fois leurs études finies, n'ont pas voulu ou pas pu rentrer au pays, ou alors ils ont interrompu en cours de route. C'est des ex-saisonniers aussi, des personnes qui sont là, je connais des personnes qui sont là depuis 20 ans en Suisse, mais qui n'ont toujours pas de permis. Il y a quelque chose qui a, peut-être pour expliquer ce phénomène, ce qui est important, c'est qu'au début des années 2000, il y a eu les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne. Le vieux statut de saisonnier avait déjà été supprimé, c'est-à-dire que toutes les personnes qui venaient des pays de recrutement habituels, c'était surtout sud de l'Europe, Italie, Espagne, Portugal, des Balkans, toute une partie ont pu transformer ce qui était le permis saisonnier en un permis B plus stable. Une autre partie n'a pas pu, parce qu'ils n'avaient pas assez d'années de résidence en Suisse. Ils y avaient amené leurs femmes, leurs enfants, ils avaient un boulot et ils sont restés. Ils ont continué à rester et ils sont toujours ici. Je rappelle qu'il y a des personnes qui bossent depuis 15 ou 20 ans et qui sont illégales au regard de la loi. Voilà, ça c'est la majorité, l'écrasante majorité de ce qu'on appelle les sans-papiers. Maintenant, pour restreindre un peu le cas, pour encore que le portrait soit un peu plus précis, parler un peu plus de Genève, d'ici, qui est un des cantons où on a des chiffres et où on a une image un peu plus précise, parce que ça fait depuis maintenant 7-8 ans que certaines organisations, associations, syndicats sont mises ensemble pour permettre à ces personnes justement de sortir de l'ombre, de dire on est là, on existe, on bosse, on aimerait vivre autrement que dans la peur et dans la crainte, on aimerait avoir un avenir pour nos enfants. Donc on a invité ces personnes à venir s'inscrire dans une permanence, à dire simplement voilà, moi je suis là depuis tel nombre d'années, je bosse dans tel domaine, plus ou moins telle heure par semaine, j'ai des enfants, pas d'enfants. L'idée c'était de donner un visage à ces personnes, de permettre de sortir de l'ombre. Et au début ça a été difficile, peu à peu la voie a circulé, la confiance s'est installée. Et c'est pour ça que maintenant on a des bases de données qui correspondent à des milliers et des milliers de personnes. C'est ça qui nous permet d'avoir une image plus représentative, plus proche de la réalité. Un peu moins que 10 000 personnes à Genève, les 3/4, c'est des femmes qui souvent viennent seules, travailler dans l'économie domestique et qui ont des fois, et très souvent, qui ont des enfants qu'elles ont laissés au pays. Au bout de quelques années de séparation, et tout ce que ça implique de déchirement, soit pour les mères, soit pour les enfants, certaines font venir leurs enfants, souvent déjà en âge de scolarité, ou très jeunes. D'autres ont simplement mis les enfants ici. Maintenant, on parle de situations qui datent de 10-15 ans. Donc, c'est clair que les choses évoluent. Donc, c'est des enfants qui sont venus ici, qui ont été amenés au pays, à partir du moment où la situation est un minimum stable. Parce que ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que quand vous êtes sans papier, vous n'avez aucun droit. Aucune assurance sociale, à rien du tout. Ça aussi, c'est un truc qu'on entend souvent. L'histoire des abus, des choses comme ça. Mais si une personne est ici, sans statut légal, et qu'elle bosse, si elle perd son travail, elle n'a pas le droit au chômage. Il n'y a pas d'aide sociale, il n'y a rien du tout. Donc vous ne faites pas venir votre enfant si vous n'avez pas de quoi le nourrir. Donc il est indispensable d'avoir au minimum un boulot et tant bien que mal un logement. Le logement étant un des autres gros problèmes, étant donné qu'on ne peut rien prendre à son nom. C'est souvent des situations où les personnes sont entassées dans des 2-3 pièces à plusieurs familles ou à une dizaine de personnes. Il y a même des tournus de sommeil. Il y a beaucoup de gens qui se font de l'argent avec ça. On appelle ça les marchands de sommeil. Donc c'est une situation très précaire à plusieurs points de vue. C'est en grande majorité des femmes, je disais. Après, le cas typique, c'est que peut-être le mari ou le copain ou le frère ou le cousin va aussi rejoindre la femme qui est venue en premier. Et lui, il va bosser peut-être dans la construction, dans les hôtels, dans la restauration, ou y compris dans les maisons privées, dans le jardinage, dans l'entretien, dans les petites entreprises qui sous-traitent les déménagements. Des familles peu à peu se composent ou se recomposent ici.
Sur le trois quarts, pour donner toujours dans cette idée de donner un visage, une image la plus précise, pour arrêter avec ces fantasmes de peur, de criminels, de choses comme ça qui nous envahissent. C'est des femmes qui viennent peut-être trois quarts à peu près, en tout cas sur Genève, d'Amérique latine. Brésil, Bolivie, et puis Équateur et Colombie dans une moindre mesure. Il y a une bonne partie, il y a un autre gros 20% qui vient des Philippines. C'est des femmes qui viennent des Philippines, c'est souvent des femmes qui arrivent ici via des contrats qu'elles ont eus avec soit dans les organisations internationales, il y a beaucoup d'employés de maison dans les organisations internationales, certaines sont déclarées, la majorité ne l'est pas, parce que les employeurs n'ont pas envie de payer les assurances sociales, n'ont pas envie de s'embêter avec des histoires de salaires minimaux. Un autre cas de figure typique, c'est la personne qui a été engagée dans un des pays du Golfe. Il y a un grand réseau de migration qui existe depuis l'Asie, depuis l'Indonésie et la Thaïlande jusqu'aux pays du Golfe, Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis. Ces personnes ont souvent des bases arrières ici, viennent avec leurs employés de maison, qui sont souvent plus proches d'un statut d'esclave que de travailleurs, à vrai dire. Et des fois, ces personnes arrivent à s'échapper et rester ici. Ça, c'est un autre type de parcours aussi, juste pour donner une idée. Donc voilà, qui sont ces personnes? Donc, ce que je disais avant, c'est que des adultes qui viennent, mais qui viennent avec des enfants, les enfants viennent les rejoindre, ou qui ont des enfants. Qu'est-ce que c'est la situation quand vous êtes enfant, quand vous êtes jeune, quand vous êtes sans papier? Petite parenthèse sur ce terme de sans-papier. On l'utilise, tout le monde l'utilise, mais c'est pas le terme. Il y a quelque chose de péjoratif à dire ça. C'est des personnes qui ont une identité, c'est des personnes qui ont un passeport, qui ont une carte d'identité, c'est des personnes qui sont souvent, en tout cas en ce qui concerne Genève, si vous travaillez dans l'économie domestique, l'employeur doit vous déclarer vos assurances sociales, qui payent les impôts, qui payent leurs cotisations aux différentes assurances sociales, à l'AVS, au chômage. Donc c'est des personnes qui sont connues, qui ont un nombre. Je vais continuer à utiliser ce terme de sans-papier parce que tout le monde utilise le même, mais pour être plus précis, c'est le terme que tu as utilisé au début. C'est exact, c'est sans statut légal, sans permis de séjour ou de travail, si on veut vraiment être précis. C'est important de le garder en tête. Donc, je reviens sur la question maintenant, quelle est la situation pour les enfants par rapport à la scolarité et à la formation? Alors, quand vous êtes sans statut légal, vous pouvez sans autre aller à l'école obligatoire, vous pouvez suivre tout le cursus de l'école obligatoire et vous pouvez continuer à suivre une formation en école, à l'ECG, à l'école de com, au collège, en école de formation professionnelle. Par contre, il n'y a pas de possibilité de faire un apprentissage. Parce que pour faire un apprentissage, ça présuppose un contrat de travail avec l'employeur et qui dit contrat de travail, dit un permis valable. Et sans permis valable, on peut passer le contrat de travail, donc pas d'apprentissage. Ça, c'est la situation maintenant. Mais ce n'est pas une situation qui a toujours existé et ce n'est pas une situation qui est définitive. On ne sait pas, tout peut changer. Alors, un petit retour en arrière et puis après on ira dans le futur. Dans les années 70-80, une bonne partie de la migration était constituée par les saisonniers. C'était des personnes qui venaient ici avec des permis de saisonniers. Peut-être pas mal d'entre vous, c'était le cas de mon père, pas mal d'entre nous ont eu des parents saisonniers qui venaient avec un permis qui était renouvelable d'année en année, pour autant qu'il y ait un contrat de travail. Dans cette situation, une des conditions, c'était qu'il n'y avait pas le droit au regroupement familial. Les personnes venaient, bossaient 10-11 mois et devaient repartir au pays. Pas le droit d'apporter femmes et enfants, c'est tout. On avait besoin juste de bras pour travailler. Pour le reste, on n'avait pas besoin de cœur, on n'avait pas besoin de famille qui risquait de coûter de l'argent et puis de rendre un peu moins performants les personnes qui travaillent. C'est des êtres humains, des personnes qui peu à peu, beaucoup ont commencé à faire venir leur famille, d'autres ont eu des enfants ici, simplement, ont eu des rapports, il y a des enfants qui sont nés ici, et des autres enfants qu'on a fait venir du pays, et c'était des enfants qui étaient cachés, ce qu'on appelait des enfants du placard. C'était des enfants qui n'avaient pas le droit d'aller à l'école. J'ai beaucoup de personnes de ma génération que je connais qui, après, qui ne m'ont pas dit d'ailleurs tout de suite, c'est en parlant qu'ils m'ont raconté
Mais moi, quand j'étais petit, je restais à la maison. Je regardais par la fenêtre, je voyais les autres enfants de mon âge, ils allaient à l'école, mais moi je ne pouvais pas. Je restais à la maison, mes parents allaient travailler pendant la journée, ils revenaient. Et c'était mes parents qui m'apprenaient tant bien que mal à lire et écrire. Donc, cette existence d'enfants n'était pas reconnue officiellement. Ils avaient peur, parce que s'ils étaient découverts, c'était l'expulsion. C'était la fin du contrat de travail, c'était l'expulsion. Et ça a duré quelques années. Alors, en réaction à ça, il y a eu toute une mobilisation de plusieurs associations, des églises, aussi dans le corps enseignant, dans différents cantons, jusqu'à ce que peu à peu, on en fasse admettre finalement que ces enfants puissent aller à l'école. Mais ça a été long, c'est passé 10, 15, 20 ans pour certains, avant que ça puisse se faire. Ça a aussi été aidé par, on arrivait justement vers les années 90, ça a aussi été aidé par les différentes signatures d'accords bilatéraux entre la Suisse et les pays de provenance de ces personnes, qui faisaient que peu à peu le regroupement familial ou le passage du statut de saisonnier à un autre type de permis qui permettait d'avoir la famille était reconnu. Ça s'est peu à peu réglé. Mais il a fallu toute une campagne, il a fallu des gestes forts. Je crois que c'était je sais plus, c'était au début des années 90, où c'était le conseiller d'État en charge du département de l'instruction publique, c'était Dominique Fleury, qui avait, dans un geste symbolique et assez fort, qui avait accompagné une petite fille à l'école à la rentrée scolaire alors que sa famille était menacée d'expulsion, était sous le coup d'une expulsion. Pour dire basta maintenant, il y a des droits fondamentaux, il y a des conventions internationales qui ont été signées par la suite, mais même au-delà, sans même parler de ces conventions internationales, comment est-ce qu'on peut imaginer de cacher les enfants, d'interdire d'aller à l'école simplement, d'avoir une vie d'enfant et de jeune comme tout le monde. Heureusement, maintenant, on vit sur ces acquis, c'est plus le cas. Donc tous ces enfants, en guillemets, sans papier dont je parlais, maintenant ont le droit de fréquenter l'école. Mais à nouveau, je disais que c'est fragile. En tout début d'année, je ne pense pas, et j'espère pas que ça se passera, et ça serait terrible si c'était le cas. En tout début d'année, il y a un projet qui a été mis à l'étude. C'est pas une loi, c'est pas quelque chose qui existe, mais juste pour vous dire que c'est pas quelque chose qui est éternel, tout peut être remis en question. Il y a un projet qui a été mis à l'étude par les autorités fédérales dans un cadre plus vaste d'une revision de la loi sur la protection des données. Sans rentrer dans un truc trop technique, trop barbant, trop administratif, mais dans tout ça, il y avait deux aspects qui ont été relevés par la presse aussi, et qui était le fait que dans le projet, il y avait l'idée de demander à l'administration fiscale, aux assurances sociales, de transmettre leurs données aux offices cantonaux de la population. Qu'est-ce que ça veut dire en décodé? Ça veut dire que les gens qui sont en train de bosser sans papier et qui sont en train de cotiser aux assurances sociales devraient être dénoncés à la police. Donc ça voudrait dire qu'ils ne pourraient plus cotiser. Et qu'ils devraient, de nouveau, c'est un espèce de retour dans le noir. Et surtout, l'autre aspect, c'était que l'administration scolaire, que l'école devrait dénoncer les données des listes. En fait, devrait spécifier si les gens ont un permis ou pas. En décodé, ça veut dire dénoncer les personnes. Et ça, c'est un truc. Mais... Alors, il y a eu énormément de réactions sanitaires, à mon point de vue, par rapport à ça, en disant que c'est pas possible, on ne peut pas faire un truc pareil. De toute façon, c'est quelque chose qui est à l'étude. C'est pas par hasard que ça tombe en pleine année électorale. Bref. Mais c'est pour vous dire que rien n'est définitivement acquis. Donc voilà, ça c'est la situation où on en est aujourd'hui.